Donc nous rentrons dans un autre monde, mais qui pour nous est tous aussi important, peut-être plus, parce que c'est celui de l'examen des pratiques. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement. Et Jean-François Delfrécy le montrait bien ce matin, ceux qui ont le plus pâti de la Covid, eh bien ce sont les pauvres, et jamais autant la pauvreté n'a autant augmenté. Ce sont les personnes les plus vulnérables, etc., etc. Et là, il y a une réflexion. Et je suis heureux que Mathieu Piccoli ait accepté, malgré ses nombreuses... Il est derrière moi, c'est très bien. Ses nombreux travaux, et je l'en fais d'ici, de nous parler de la gériatrie interpellée par la Covid. Tu as la parole, Mathieu. Merci beaucoup, monsieur le professeur Hervé, à la fois pour cette invitation, l'organisation de cette journée de très haute tenue, et merci à l'ensemble de l'équipe avec un petit clin d'œil à Com, petit clin d'œil amical. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation à parler un petit peu de la spécialité gériatrie qui, du coup, j'espère, vous est connue, mais que je vais quand même essayer de vous introduire très rapidement avec quelques notions. Une petite notion de démographie d'abord. Le vieillissement, c'est un processus biologique qui commence dès la fin de la puberté. Donc dans cette salle, nous sommes tous et toutes concernés par le vieillissement. C'est donc une chance de vieillir. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que notre organisme a pu vivre jusque-là. Par le passé, les générations n'avaient pas forcément cette chance-là. Et si on prend cette frise qui représente l'âge des personnes humaines, on voit le début du vieillissement vers 20 ans. La définition de la vieillesse, d'après l'Organisation mondiale de la santé, est à 65 ans. C'est dans une vision universelle qui concerne du coup différemment un certain nombre de pays. Donc c'est peut-être pas exactement comme cela qu'il faudra le définir en France. Mais deux éléments que je voulais montrer sur cette frise. Le premier, c'est à 85 ans en moyenne qu'on rentre en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Et l'âge à partir duquel l'EHPAD devient le mode d'hébergement majoritaire, il y a en plus une petite erreur à cause de la mise au format. Ça n'est pas 95, mais 100 ans. Jusqu'à 100 ans, la plupart des personnes de la classe d'âge concernée vit à domicile et non pas en institution. C'est exactement ce qu'on dit ici. 16,3 millions de personnes de plus de 60 ans, seulement 15% qui sont en perte d'autonomie, avec des guillemets parce que c'est pas exactement un terme consacré par la gériatrie qui utilisera plutôt le terme de perte d'indépendance fonctionnelle. On va pas refaire le débat sur la différence entre l'autonomie de décision et l'indépendance fonctionnelle. Seulement 700 000 personnes en EHPAD, ce qui veut pas dire qu'il faut pas qu'on y consacre des soins. Ça représente 4,2% des personnes de plus de 60 ans et 42% des femmes, 27% des hommes à 95 ans résident en EHPAD. Donc on a aussi peut-être une dimension de genre à regarder là-dedans. Qu'on va continuer sur l'espérance de vie qu'on peut attendre à 65 ans. Quand on est une femme, à peu près 23 ans, quand on est un homme, un peu moins. Et la vraie différence et le vrai enjeu, ça va être sans incapacité et sans incapacité sévère. On voit que depuis 2005 jusqu'à 2019, les dernières données de l'adresse, cette espérance de vie sans incapacité et cette espérance de vie tout court globale augmentent dans toutes les classes d'âge en dehors des femmes, avec de surcroît une étude dont je ne vais pas parler là, mais qui montre une énorme différence de vieillissement sans incapacité en fonction du niveau socio-économique. Et on le sait, ça a déjà été dit également précédemment, que les cadres hommes vieillissent mieux que les ouvrières. La gériatrie, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller très très vite. L'idée de la gériatrie, c'est de dépasser la face émergée de l'iceberg et d'utiliser un certain nombre d'outils validés pour préserver les capacités intrinsèques de la personne en tenant compte de ses priorités de vie qu'on va intégrer dans un parcours de soins coordonné autour de la prévention, du diagnostic et du traitement de pathologies, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Et bon Dieu, ça marche. Alors, c'est évident
évidemment toujours le beau rôle de pouvoir le dire. On augmente par rapport à des soins qui sont déjà bien prodigués dans d'autres services, mais du coup qui sont déjà très performants. La gériatrie l'est peut-être encore davantage. Sur le court séjour gériatrique à 1 an de cette hospitalisation, on augmente le fait d'être à son domicile, on diminue la mortalité, le nombre d'hospitalisations, l'entrée en institution, on améliore un petit peu le statut cognitif et fonctionnel et surtout la qualité de vie. Et pour ceux qui s'inquiètent de quel coût ça a, eh bien ça représente seulement 20 000 livres d'investissement pour une année de vie gagnée. C'est une étude du Royaume-Uni qui a été faite. Alors, sur la crise Covid, puisque c'était un petit peu plus le sujet de la présentation, comment ça s'est passé ? C'est arrivé très très vite et très très fort, notamment dans le Grand Est, qui nous a décrit une situation d'un afflux massif de cas, une désorganisation de l'ensemble des services, des conditions de fin de vie extrêmement difficiles dans la difficulté de soulager les souffrances lorsque malheureusement le pronostic vital était engagé. Ces conditions de fin de vie ont été accentuées par le confinement et je vais évidemment pas revenir sur une intervention précédente qui parlait de la liberté d'aller et venir dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Une organisation par la suite qui a permis d'améliorer les connaissances avec un énorme partage dans notre réseau, notamment des symptômes plus spécifiques de la Covid que je vous ai rappelé juste en dessous, qui est une présentation clinique très légèrement différente de la présentation clinique qu'on pouvait voir chez les personnes plus jeunes qui toussaient plus volontiers, alors que les personnes âgées avaient majoritairement des symptômes qui relevaient plutôt du système nerveux central. Et puis la spécialité a également fait sa part en matière épidémiologique avec un constat malheureux d'une augmentation de la morbimortalité liée à la Covid s'il y avait des comorbidités cognitives, cardiovasculaires ou pulmonaires, et également une participation très tôt à la mission Coreb pour produire des recommandations sur l'accès notamment des soins critiques qui a été une grande difficulté. L'idée étant dans un principe de justice redistributive de faire bénéficier de la réanimation et des soins critiques aux personnes âgées qui avaient la possibilité de le supporter et de survivre, et donc de limiter l'agisme et le fait qu'elles n'y aillent pas, et à l'inverse de favoriser des conditions de fin de vie dignes pour les personnes qui ne pourraient pas en bénéficier. Et puis on a vu des facteurs cumulés de gravité de cette épidémie en EHPAD. Je ne vais pas refaire un petit peu l'ensemble de cette histoire qui a été bien racontée dans le rapport de la DREES dont on va parler un petit peu plus tard, mais en tout cas un taux moyen d'attaque de 30% des résidents et de 25% du personnel, qui montre bien qu'il y a une espèce de solidarité, si je puis dire, entre les résidents et le personnel, que les clusters avaient un impact élevé si jamais on retrouvait, ça c'est des données qui ont été surtout montrées aux États-Unis, on l'a un petit peu confirmé avec les données françaises, si les professionnels étaient plus jeunes, s'il y avait davantage de renforts avec du coup la possibilité que le personnel soit un peu moins qualifié, un peu moins habitué à l'établissement, avec un ratio de personnel par lit plus faible, et ça a été montré aux États-Unis, une diminution de 22% d'incidence des cas lorsqu'on augmentait l'équivalent temps plein de 20 minutes seulement sur le ratio personnel par lit. Les clusters étaient plus sévères s'il y avait pas beaucoup de médecins coordonnateurs, d'infirmiers de coordination, de cadres. Ceux qui avaient des clusters plus importants étaient moins formés à l'hygiène, moins de chambres individuelles, davantage de personnes qui avaient des problèmes de déambulation pathologique, et un délai de signalement et de mise en place des mesures de contrôle qui était bien plus élevé. Les données états-uniennes montraient également que lorsque les établissements bénéficiaient d'évaluations de haute qualité de leurs soins, eh bien, il y avait une mortalité moindre, un petit peu le cercle vertueux de la qualité. Cette pandémie, elle nous a privés d'un certain nombre de vies, et effectivement, on peut déplorer des milliers, des millions au niveau mondial d'années de vie perdues. On l'estime à peu près entre 2 et 9 fois la grippe saisonnière, ce qui est montré sur le graphique que vous voyez sur la droite avec les fluctuations habituelles de nombre attendu et observé de décès hebdomadaires. On voit quelques pics de grippe meurtrière et bien entendu malheureusement les 2 pics, printemps et automne 2020, de mortalité qui dépasse largement ces épisodes de grippe meurtrière. Cette surmortalité,
Elle est estimée à peu près 48 000 décès sur les 115 000 décès directs imputables à la Covid. Et elle a été absolument désastreuse puisque les décès, même s'il y en a 115 000 en France au niveau national, 23% avaient lieu en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Sachant que sur la première vague, en fonction de ce taux d'attaque dont on a parlé de 30% des résidents, sur ces 30% de résidents infectés, il y en avait à peu près 20%, 17% sur la première vague, qui étaient décédés à cause de cette infection. Ce qu'on voit sur les années de vie perdues dans le monde, c'est que 25% des années de vie perdues concernent la classe d'âge des plus de 75 ans, mais que la moitié de ces années de vie perdues concerne une classe plus jeune, celle des 55-75 ans. Du coup, nécessairement, par calcul, il nous en reste 25% en dessous de 55 ans. En France, il n'y a pas que le poids de la mortalité, et dans le monde aussi naturellement, 6,9 millions de personnes contaminées, 10% de la population un peu plus, 10 à 15% de formes prolongées, on estime à peu près à 1 million de personnes, un peu moins de 500 000 hospitalisations, ça représente naturellement une qualité de vie moindre pour toutes ces personnes. Et le monde de la gériatrie s'est organisé, évidemment, face à cette pandémie, en France, notamment en demandant un certain nombre de mesures, les masques en priorité, quasiment dès le début de la pandémie, des mesures exceptionnelles pour limiter l'impact en EHPAD qui ont plus ou moins été implémentées, et en juillet, une demande de la vaccination obligatoire des professionnels avec évidemment un enjeu éthique. Et on va voir que ces enjeux éthiques, on les retrouve aussi dans l'application de ce qu'a pu faire le monde de la gériatrie, en disant, comme on doit réorganiser nos activités, eh bien, essayons de promouvoir la santé malgré le confinement, avec un certain nombre de mesures, des nouvelles activités, et en particulier des lignes téléphoniques dédiées pour pouvoir répondre à la demande et pouvoir porter l'expertise, que ce soit diagnostique ou thérapeutique, dans les EHPAD, de mettre en place des moyens de communication avec les proches lorsque justement à cause du confinement cette communication n'était pas possible, et parfois ça a aussi été des implémentations dans la douleur. On a parlé des visites restreintes en EHPAD, on a vu les effets néfastes d'un isolement et d'un confinement trop long chez ces personnes. Heureusement, un peu d'espoir avec la vaccination. Je vais aller très vite. Tout le monde sait aujourd'hui l'impact majeur de la vaccination sur la mortalité notamment. On le voit très bien. Les deux premières courbes en haut montrent en rouge le taux d'incidence et dans les pointillés bleus le taux de vaccination sur l'échelle de droite, la couverture vaccinale. On voit bien la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans en lien avec l'augmentation de la vaccination. On voit également en EHPAD que le nombre et la sévérité des épisodes de cluster a diminué, et la mortalité totale a également diminué, puisque la mortalité était sur une période de début d'année 2021, avant l'implémentation totale et complète de la vaccination, d'à peu près 4700 personnes sur la période au niveau national, pour descendre à 600 à la fin du mois de mai. Donc une efficacité qui concorde avec les préconisations et les recommandations de la Haute Autorité de Santé. À ce jour, vous pardonnerez le retard des chiffres, ils sont que du 15 septembre, même si c'était il y a 9 jours, on est grosso modo dans les mêmes fourchettes. À ce jour, les résidents sont en moyenne vaccinés à 90% pour les 2 doses, un peu plus pour au moins une dose. Mais là, ce qui nous intéresse sur un plan éthique, c'est aussi les variations départementales qu'il peut y avoir entre des départements très fortement vaccinés, 96% pour la Haute-Marne, et beaucoup moins vaccinés comme la Guadeloupe pour un département d'outre-mer, ou la Corse du Sud pour un département, on va dire, un peu plus métropolitain. On retrouve aussi ces inégalités territoriales dans le taux de vaccination des professionnels. Ça, évidemment, ces chiffres-là ont peut-être un peu plus de difficultés à remonter depuis, de surcroît, l'obligation vaccinale. Et donc ça, c'était au moment de la mise en place de l'obligation vaccinale. Mais grosso modo, 90% des professionnels des EHPAD ont été vaccinés. Qu'est-ce qui a pu influencer ce taux de vaccination des professionnels dans les EHPAD? Là, on a des données états-uniennes sur le taux de vaccination avec la différence entre les membres du personnel et les résidents. 15 000 établissements. Taux de vaccination moyen fin juillet 2021, 81% des résidents, 60% du personnel. Un impact majeur de la qualité des établissements, on l'a dit. Un impact modéré du fait d'avoir des collègues qui ont été touchés. Peut-être un peu moins de solidarité. En revanche, un impact très net de la fidélisation du personnel, un impact négatif du fait, on l'avait dit précédemment, d'avoir des personnels de moins de 29 ans, et on voit aussi un lien fort avec le territoire. Dans un territoire fortement vacciné, eh bien, il y a davantage de vaccination et des résidents
et du personnel. Tout en haut, on voit également que le statut de l'établissement, notamment le statut pour à but commercial, puisque c'est désormais comme ça qu'on doit les appeler, est associé à une moindre vaccination des résidents et du personnel. On a fait également une étude avec un groupe de médecins coordonnateurs, donc je tiens à les remercier, Karine, Tiffaine, Rémi, Philippe, Ida et Clémence, le même genre d'étude en France en cherchant les facteurs favorisants et les freins à la vaccination du personnel. On a demandé aux responsables de la vaccination quels étaient les arguments qu'ils recevaient en premier quand on disait pour se vacciner et à l'inverse ceux qu'ils entendaient lorsqu'on refusait de se vacciner. Et donc, on voit la protection des personnes les plus vulnérables est le plus important des facteurs favorisants. Il est cité le plus nombreuses fois et comme étant très important. Ensuite, la protection individuelle qui montre bien que la vaccination a bien été perçue comme étant un outil de prévention individuelle et collectif avec l'espoir d'un retour à la vie normale. Dans les freins identifiés, malheureusement, un sentiment d'insécurité d'un vaccin développé en urgence d'après les personnes qui ont répondu ça, une peur des effets indésirables, parfois instrumentalisés, et surtout, ce qui est bien plus préoccupant, une défiance envers les scientifiques. Quels autres défis nous restent-ils vis-à-vis de la vaccination des plus de 65 ans ? Eh bien, on voit ici que sur les 13 millions de plus de 65 ans, 89% sont entièrement vaccinés et cette proportion est moindre chez les plus de 80 ans. Et du coup, la question qui se pose avant d'implémenter la 3e dose, de rappel, c'est la vaccination d'abord et préalable des personnes qui n'ont pas reçu la première. On peut se comparer à d'autres pays de l'Union européenne où la classe d'âge des plus de 80 ans est vaccinée à 100% et il va nous falloir aller vers ces 15% qui ne sont pas encore vaccinés avec des écarts vis-à-vis de la population générale. On n'a pas les données d'un certain nombre de pays qui donnent que des vaccinations en population générale. C'est d'autant plus préoccupant qu'on peut voir un certain nombre de nouveaux cas malgré la vaccination en EHPAD qui confirme un petit peu la logique d'immunosénescence qu'on avait déjà constatée par le passé. On voit que même s'il y a toujours des cas qui surviennent en établissement, eh bien ces cas sont nettement moins sévères. Et là, en tout cas, sur un EHPAD investigué au mois d'avril-mai 2021, le seul décès qui est survenu chez une personne qui n'était pas vaccinée. D'autres problématiques éthiques qui se posent, la vague de l'isolement des personnes âgées. Aller vers, c'est bien, c'est d'autant plus important qu'on sait que l'isolement social augmente la prévalence de la dépression et que cette dépression a augmenté pendant la Covid, surtout chez les plus de 70 ans, même si lorsque les personnes n'étaient pas isolées, elles avaient une bien meilleure résilience par ailleurs que les personnes moins âgées. À l'avenir, ce qui serait intéressant, ce serait d'augmenter la diffusion des connaissances gériatriques, notamment la prévention d'un certain nombre de problématiques dont on a parlé, renforcer la place de la gériatrie sur le territoire de santé puisqu'elle est transversale à la fois à l'hôpital mais aussi en ambulatoire pour éviter l'hospitalisation dont on sait qu'elle peut être néfaste, de sanitariser les EHPAD. On a vu que c'est un lieu de vie, certes, mais où on va surtout parce qu'on a besoin de soins. Et donc il ne faudrait pas masquer par une certaine bienveillance ou une fausse bienveillance le fait qu'on y va surtout parce qu'on a besoin de soins. Et les préconisations du dernier rapport Guérin et Jandel sur les EHPAD sont de regrouper un certain nombre d'établissements pour un projet sanitaire qui serait beaucoup plus adapté aux besoins du territoire, ouvert sur la ville avec pourquoi pas un partenariat avec des clubs de sport et des écoles pour faciliter les liens intergénérationnels et la pratique de l'activité physique, d'augmenter les ratios minimums de soignants et le temps médical, les moyens de rééducation, rénover l'ensemble du bâti, prouver l'efficacité des interventions non médicamenteuses parce que c'est un enjeu éthique et d'intégrité scientifique majeur, et changer le mode de financement. 2-3 exemples en matière de prévention, vous pourrez regarder les liens si ça vous intéresse, mais il y a plein de programmes de prévention pour avancer en âge de manière réussie, notamment le programme ICOP de l'OMS qui est implémenté en France grâce au CHU de Toulouse et un certain nombre de dispositifs qui donnent des conseils pour pratiquer une activité physique, y compris lorsque on a des douleurs articulaires ou d'autres problèmes de santé. Un autre problème éthique qui va se poser, c'est l'attractivité des métiers du grand âge. Les chiffres que je vous ai mis là, c'était en 2019, avant la crise Covid. On a évidemment une crise Covid qui a renforcé les difficultés. Et une note d'espoir malgré tout, la solidarité, ça paye. C'est efficient
lorsqu'on compare la stratégie zéro Covid avec la stratégie vivre avec dans les pays de l'OCDE, les 12 premiers mois de la pandémie, eh bien les pays qui ont choisi d'avoir une solidarité intergénérationnelle en implémentant une stratégie zéro Covid s'en sortent bien mieux que ceux qui ont pris une stratégie de vivre avec des confinements plus stricts, plus longs, mais du coup pas forcément efficaces sur le plan de la mortalité, du produit intérieur brut et de la sévérité des mesures de confinement. Du coup, quel questionnement éthique peut-on terminer sur le plan de la gériatrie à cause de cette crise ? Le premier devoir, ça reste la compétence. Il faut former et diffuser les bonnes pratiques gériatriques. Deuxièmement, il faut arriver à la meilleure adéquation possible entre les moyens et les besoins des personnes, en particulier en matière de prévention, de soins, d'accompagnement, sur tout le territoire, donc les inégalités territoriales, et pour toutes les catégories de personnes. Donc on a parlé des personnes plus vulnérables au plan socio-économique et des femmes. Respecter l'autonomie des personnes, lutter contre l'agisme, et ça, on reviendra et on diffuse le plaidoyer pour une culture scientifique ouverte et socialement responsable, qui était un très beau papier du professeur Hervé. Et on attend la loi grand âge. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai appris 3 choses. Premièrement, la gériatrie qui avait beaucoup de difficultés à se développer il y a encore 20 ans, de manière à s'individualiser de la médecine interne. On voit que maintenant, elle s'est développée et qu'elle est capable, en définitive, de réagir extraordinairement vite. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Deuxièmement, vous êtes un exemple au niveau du travail ville-hôpital. Et ça, on le sent bien. Mais il y a des éléments négatifs, là, que j'ai entendus. Notre professeur Delfrécy, tout à l'heure, nous a dit que nous... en définitive, nous avions choisi vivre avec. Or, j'ai cru comprendre que c'est le moins bien au niveau de la qualité de vie telle que tu le présentes à la fin. C'est un peu ennuyeux. Enfin, j'ai appris que je vieillissais comme tout le monde, mais en définitive que depuis combien depuis 20 ans. Donc ça va, tu me rassures. En tout cas, merci Mathieu.